Salut les sportifs, je vous retrouve dans le podcast pour un nouvel épisode. La semaine passée, on était tous les deux avec Hermano. Donc cette semaine, on accueille un invité. Donc d'abord Hermano. Salut Hermano, comment vas-tu ? Salut Greg, salut cher invité. Moi je vais très bien. Un petit coucou aussi aux auditrices et aux auditeurs. J'espère qu'il en est de même pour vous. Bah oui, on espère que tout le monde va bien et puis que... avec l'arrivée des beaux jours, on enregistre là maintenant à l'approche des beaux jours du printemps. On espère que les activités sportives de plein air reprennent. Et puis, Des quoi peut-être en Suisse c'est mieux, mais en tout cas chez moi à Luxembourg, là c'est gris, très gris depuis quelques jours. Alors écoute, en Suisse, au moment d'enregistrer, il y a du soleil, il y a du beau temps, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit vent bien froid là. On aimerait vraiment que le printemps s'installe et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment rangé les tenues d'hiver, ou en tout cas les tenues pour les sorties à la fraîche. Mais on parlait d'activités sportives et puis quand on va faire une activité sportive, quelle qu'elle soit, il y a un outil du corps humain qui est bien intéressant à utiliser pour faire du sport, c'est le muscle. Et c'est ce dont on va parler ce soir avec notre invité Nicolas. Nicolas, bienvenue dans le podcast. Oui, bonsoir. Merci à vous pour votre invitation. Très content d'être là et de discuter avec vous pendant ce podcast. Merci d'avoir accepté notre demande. C'est vrai que quand on parle de sport, on a parlé déjà de nombreux sujets, mais on a parlé d'hydratation, on a parlé d'alimentation et en fait... Tous ces éléments-là, ils vont servir à une chose, c'est alimenter l'outil qui va nous permettre de mouvoir notre corps, le muscle. Et le muscle, finalement, on en a relativement peu parlé du muscle en tant que tel dans notre podcast. C'est pour ça qu'on t'a invité dans notre podcast aujourd'hui. C'est pour parler spécifiquement du muscle. Et puis, on a quelques petites thématiques dont on aimerait discuter, Hermano et moi, avec un spécialiste. Donc, on t'a contacté à ce titre. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Alors donc Nicolas Place, je travaille à l'Université de Lausanne et plus précisément à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, donc l'ISUL. Et je suis là-bas maître d'enseignement et de recherche, donc je donne des cours aux futurs enseignants en éducation physique ou aux futurs préparateurs physiques, aux futurs intervenants en activité physique adaptée. Et c'est vrai que je donne des cours qui sont le plus souvent centrés sur la fonction musculaire ou la fonction neuromusculaire. Et mon activité de recherche se base aussi énormément sur différentes techniques qui permettent de mieux appréhender le rôle du muscle dans l'exercice physique, comme par exemple la réponse à la fatigue musculaire ou à des entraînements qu'on pourrait donner à des personnes, à des athlètes ou à des patients. Très bien. Donc voilà, un spécialiste de la fonction musculaire, un spécialiste du sport. Donc a priori, on a toqué à la bonne porte, Hermano. Je pense, ouais. Et puis, tu as parlé, Nicolas, de tes différents champs d'application. Je pense que ça colle aussi tout à fait avec le sport d'endurance que l'on a pour habitude d'aborder, que ce soit au travers du triathlon ou plus récemment au travers du trail. Enfin, en tout cas, on va pouvoir aborder plein de sujets relatifs à l'utilisation du muscle, enfin au muscle en lui-même et à l'utilisation du muscle, que ce soit sur des sports plutôt courts et intenses ou du sport plutôt d'endurance, comme peut l'être le triathlon, suivant les différentes distances auxquelles on s'aligne. Oui, moi-même, retraité aussi ou pré-retraité, même si j'en fais encore un petit peu, j'ai fait beaucoup de kayak, notamment de marathon. Donc l'effort longue distance, je connais bien aussi, peut-être moins avec les jambes, mais pas mal avec les bras. Donc il y a quelques différences aussi dont on pourra discuter. Mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse dans ma vie professionnelle, mais aussi qui me passionne dans ma pratique sportive. On va dire un peu moins intense maintenant, mais qui est toujours présente. Donc, avant peut-être de parler vraiment de détails techniques du muscle, l'idée, ce serait déjà un petit peu de faire une définition grossière de qu'est-ce qu'un muscle et puis de comment ça fonctionne pour qu'on puisse aborder ensuite des sujets peut-être un petit peu plus précis. Mais avant d'entrer dans cette précision, un muscle, en gros... On a déjà parlé d'alimentation, donc il faut lui fournir du sucre pour qu'il fonctionne. Ça, on l'a déjà vu notamment avec Denis Boucher. Il faut aussi bien s'hydrater parce qu'il a besoin non seulement d'eau, mais aussi et principalement des électrolytes dont on a déjà parlé aussi. Mais tout ça, comment est-ce que ça produit de la force ? Comment est-ce que ça produit de l'énergie musculaire pour qu'on puisse pédaler, courir ou pagayer ?
Oui, donc un muscle, par définition, c'est ce que vous avez entre deux tendons. Donc ce qui permet de faire bouger les articulations. Donc c'est vrai que sans muscle, il n'y aurait pas de mouvement. Donc ces muscles nous sont bien utiles pour toutes les activités physiques et sportives qu'on a envie de faire. Après, le but final, on va dire, d'un muscle, c'est vrai, c'est de produire une force. Et cette force, elle va être produite due à l'interaction de protéines qui sont dans ces muscles, qui sont l'actine et la myosine. Et ce sont le chevauchement de ces filaments d'actine et de myosine, donc le filament épais de myosine et le filament fin de myosine, qui permettent, donc au niveau microscopique, qui permettent de produire une force. Et pour produire cette force, on a besoin d'énergie, et cette énergie, comme tu viens de le mentionner, elle est apportée par l'alimentation, ensuite, il y a donc cette digestion, il y a le stockage de différents substrats énergétiques qui vont être convertis en adénosine triphosphate, donc le fameux ATP, qui va être bien utile pour le cycle de la contraction musculaire. Ça me ramène très loin, ça, au collège. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Waouh! Oui, c'est vrai que c'est un peu le point de départ. Sans ATP, il n'y aurait pas d'énergie qui pourrait être produite, donc il n'y aurait pas de contraction musculaire et donc pas d'activité sportive qui pourrait être réalisée. Ce muscle, pour pouvoir se contracter, donc il y a besoin d'avoir certains substrats. Donc pour avoir une production d'ATP, on va pas entrer trop dans les détails, mais il faut des glucides, des protéines, des lipides qui peuvent ensuite être convertis et utilisés pour produire cet ATP. Mais ce qui est important aussi dans le rôle de ce muscle, c'est que contraction musculaire, il ne peut pas y avoir s'il n'y a pas de commandes qui viennent de quelque part. Et ce quelque part, c'est le système nerveux central, et en particulier le cerveau. Donc pour qu'il y ait une contraction musculaire, tout d'abord, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé par le cerveau vers le muscle, donc une commande qui va se passer vers le muscle sous forme de signal électrique, donc de potentiel d'action, qui va arriver au niveau du muscle et qui va ensuite permettre le relargage de calcium, donc qui est vraiment très important dans la contraction musculaire. C'est le calcium qui va faire pouvoir interagir les protéines contractiles et donc produire cette force. Mais donc on nous aurait menti parce que depuis que je suis gamin, on nous dit que les produits laitiers, le lait, c'est bon pour les os et pour le cartilage. Mais en fin de compte, ce calcium qui est contenu dans les produits laitiers, ça va être aussi un élément principal de la contraction du muscle. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai qu'on a besoin de produits laitiers pour avoir une meilleure densité osseuse, mais le calcium joue un rôle vraiment très très important dans la contraction musculaire. Et sans calcium, il ne pourrait pas y avoir cette production de force. On a parlé d'ATP, c'est vrai que cet ATP va pas être utilisé directement pour mobiliser les ions calcium, puisqu'on en a beaucoup, mais cet ATP va être utilisé pour arrêter la contraction musculaire, puisque le calcium va être libéré, et pour que la contraction musculaire s'arrête à un moment, il va falloir que ce calcium soit repompé de là où il vient, et c'est là où on va avoir besoin d'ATP pour pouvoir arrêter la contraction. Et pour finir avec cette ATP, désolé pour les souvenirs de collège qui sont peut-être lointains, mais on va dire le deuxième intérêt, c'est au niveau de la myosine, donc une des protéines contractiles, où là on a besoin de cette ATP pour que cette tête de myosine puisse bouger et venir se fixer sur l'autre filament qui est l'actine. Voilà, donc tout ça, en fait, l'idée de toutes ces interactions, c'est de raccourcir des tissus, en fait, c'est ça. Par exemple, si je veux plier mon bras, il va y avoir toutes ces réactions dans mon biceps, et puis ça va ramener mon avant-bras vers mon corps, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait, ouais. Donc dans l'exemple que tu donnes, donc, par exemple une flexion du coude, on parle de contraction concentrique, c'est-à-dire qu'on a une contraction musculaire, en même temps raccourcissement musculaire, mais c'est pas le seul mode de contraction qui existe. On peut aussi parler de contraction excentrique, donc dans ce cas-là, on a toujours une interaction des protéines contractiles, une force qui est produite, mais cette force peut être produite alors que le muscle s'allonge. Ça peut être le cas quand tu essayes de soulever une charge qui est un peu trop lourde pour toi, donc toi,
tu essayes de soulever cette charge, donc tu veux approcher ta main de ton visage, mais la charge est trop lourde, et finalement il se passe l'opposé, ta main s'écarte de ton visage, alors que toi tu es bien en train de faire forcer entre guillemets ton biceps. Donc contraction concentrique, raccourcissement, excentrique en allongement, et le troisième type de contraction, c'est la contraction isométrique, où dans ce cas-là, on n'a pas de changement de longueur, donc on parle de contraction statique, où la longueur musculaire est maintenue pendant que la force est produite. Je dis que la longueur musculaire est maintenue, mais c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait le muscle se raccourcit toujours un petit peu, mais étant donné que les tendons qui sont de chaque côté, ils vont s'allonger, donc finalement la longueur muscle-tendon va rester constante, mais la longueur du muscle, elle va bien être diminuée un petit peu. Ça, par exemple, pour un exemple concret pour les auditeurs, c'est, par exemple, je prends un arrosoir, je le mets sous un robinet, et puis je le tiens à bout de bras, et bien l'arrosoir, plus il va se remplir, plus il va devenir lourd, donc plus je vais devoir mettre de la force pour le retenir, mais pour autant, je vais effectuer aucun mouvement. C'est-à-dire que la résistance va augmenter, la force du muscle va augmenter proportionnellement au poids de l'arrosoir, mais par contre, pas de mouvement. Tout à fait, ouais. Et si jamais cet arrosoir devient un moment trop lourd pour tes capacités maximales, ton bras va s'allonger, et là on est dans le cadre d'une contraction excentrique. Très bien. Donc ça, c'est relativement clair. Et puis alors, donc, pour pouvoir nous animer de manière précise, et c'est-à-dire de ne pas tout à coup contracter un muscle et puis que ça fasse un mouvement complètement trop fort ou qui part dans tous les sens, si mes notions lointaines, comme disait Hermano, sont bonnes, c'est-à-dire qu'on a toujours des muscles qui fonctionnent en symbiose, c'est-à-dire des groupes de muscles qui fonctionnent ensemble. Donc quand un muscle travaille en extension, il y en a un autre qui est en flexion, enfin voilà, c'est... Oui, tout à fait, oui. Autour d'une articulation, donc on a un muscle qu'on peut qualifier de muscle agoniste et un muscle antagoniste. Ça veut dire quoi ces termes agoniste-antagoniste? C'est simplement que le muscle agoniste, il est responsable de l'action. Donc si on prend l'exemple de cette flexion du coude, donc je rapproche ma main de mon épaule, le muscle agoniste principal, ça va être le biceps brachial, et le muscle antagoniste, ça va être celui qui est opposé à l'action, qui est le triceps. Le triceps, lui, il va être responsable de l'extension du bras. Donc, quand on va faire une extension du bras, ce muscle agoniste sera bien le triceps. Et tu as raison quand tu disais qu'il faut, c'est important pour avoir des mouvements qui soient bien coordonnés ou bien lissés. Il y a toutes, et ça c'est au niveau du système nerveux central que ça joue, il y a tout un système d'ajustement qui est mis en place. Et quand on va faire une contraction de notre biceps, il faut savoir que le muscle qui est de l'autre côté, le triceps, il est lui aussi sollicité. Donc le fait de faire une contraction du biceps, j'ai aussi mon triceps qui est sollicité, mais dans une moindre mesure. Et pourquoi c'est le cas? C'est simplement pour permettre de maintenir l'intégrité de l'articulation, pour pas que mon articulation elle parte seulement d'un côté, et puis qu'on risque de se luxer par exemple le coude ou tout autre type d'articulation. Voilà, et les coureurs à pied par exemple commencent à bien identifier ce fonctionnement des muscles quand on arrive au 35e kilomètre du marathon. On est tout à fait conscient qu'il y a un quadriceps d'un côté puis des ischio-jambiers de l'autre et puis qu'ils travaillent, enfin en tout cas qu'à ce moment-là ils continuent à essayer de travailler en symbiose. Oui c'est vrai, et puis c'est vrai que avec la fatigue musculaire notamment, cette coordination elle peut se faire un petit peu moins bien, et ce qu'on observe aussi de temps en temps, c'est une augmentation de la co-contraction antagoniste. Et donc là où finalement, l'exemple que tu donnes, les ischio-jambiers, ils se contractent un petit peu plus que ce qu'ils devraient, et la foulée elle est moins efficace, et puis derrière les éventuels risques de crampes et autres que les triathlètes et autres marathoniens connaissent bien. Malheureusement. Dans l'exemple que tu donnes là, c'est vraiment la fatigue musculaire qui est le résultat de ce changement de comportement, ou est-ce que, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que le système nerveux central joue un rôle dans la commande des actions aux différents muscles, est-ce que ça va être aussi ce système nerveux central qui va être impacté, fatigué à un moment, où on est vraiment que sur de la fatigue musculaire? Non, là c'est le grand débat qui dure depuis une centaine d'années, et dont on n'a toujours pas la réponse, on va dire, finale. Mais oui, cette fatigue musculaire, il y a des causes certainement nerveuses, et des causes également musculaires. Donc il y a cette dissociation entre le central et le périphérique. Il y a plusieurs modèles qui ont été apportés dans la littérature.
Peut-être les coureurs connaissent bien le modèle de Tim Noakes avec le gouverneur central. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà abordé dans un podcast précédent qui dit en gros que oui, le muscle est là pour effectuer certaines actions, mais qu'il est toujours sous le contrôle du cerveau et qu'à un moment, quand le cerveau va penser que ça va être un petit peu trop difficile, et ben on va diminuer la commande qui arrive au muscle pour pouvoir maintenir l'homéostasie, on va dire, et donc prévenir un risque de blessure éventuelle. Donc il y a des adaptations au niveau nerveux, c'est sûr, et des adaptations au niveau musculaire qui vont dépendre de la durée et de l'intensité de l'exercice. On sort peut-être un peu du sujet, mais du coup, ce qui pourrait expliquer, et là encore une fois, je m'adresse plus aux marathoniens, ce fameux mur des environ 30 km où le cerveau lâche un peu, on sent que les muscles sont durs, qu'on a du mal à avancer, ça pourrait être un petit peu cet ensemble de tout, le cerveau qui fatigue, les muscles, le système musculaire qui fatigue aussi, et donc ça va être finalement le fait de l'avoir travailler à l'entraînement, de s'être préparé mentalement à ce mur qui va nous permettre de débloquer quelque chose dans le cerveau pour pouvoir aller au-delà et continuer à courir jusqu'à la fin du marathon. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, encore une fois, il y a différents modèles qui ont été proposés et des modèles évidemment relativement intéressants où certains proposent même que on va arrêter de s'engager dans un effort quand ce qu'on avait prédit comme étant en gros le pire auquel on pouvait s'attendre arrive. Et à ce moment-là, on se dit non, moi il y a plus de contraintes que de bénéfices, donc j'arrête. Je dis ça, j'arrête. Tout ça c'est subconscient, on va dire, mais le résultat là, on peut se désengager de l'effort qu'on est en train de fournir parce que tout simplement le ratio risque-bénéfice il est plus favorable. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que le cerveau il a un mode de protection du muscle en fait, un petit peu comme si on était dans une voiture et puis que même si on appuie sur la pédale des gaz à fond, au bout d'un moment il va y avoir un rupteur qui va empêcher le moteur de s'emballer trop fort. Pour le muscle c'est un peu pareil, le cerveau il va préserver le muscle en disant même si tu as envie d'y aller à fond, là moi je peux pas envoyer l'ordre au muscle de continuer à ce régime là, sinon il va se détruire. Oui, c'est ça, ouais. Le cerveau, c'est vraiment le rôle de régulateur. Donc, c'est celui qui va initier l'exercice, puisqu'il faut bien une commande pour pouvoir prendre le départ d'une course. Mais à un moment, si les risques deviennent un petit peu trop importants, le cerveau va aussi avoir ce rôle de régulateur et éventuellement même de dérégulateur, si on peut dire, pour pouvoir faire diminuer la vitesse à laquelle on va courir. Et pour tout ça, pour essayer de maintenir l'intégrité musculaire et on va dire l'intégrité même corporelle plus généralement. Ouais. Donc là on revient un tout petit peu de quelque chose dont on a parlé avec Blaise Dubois il y a quelques semaines. Le corps humain en lui-même est quand même vachement bien fait. Enfin voilà, c'était la petite remarque du moment. Oui, c'est le cas. Dès qu'on s'intéresse à l'exercice, on se rend compte que le corps humain est quand même bien fait. Il y a beaucoup d'ajustements, beaucoup d'échanges, notamment entre le muscle et le système nerveux central, que ce soit au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau, qui fait que y a énormément de sécurité qui sont là pour essayer de maintenir l'intégrité, mais également beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites pour peut-être enlever certains verrous et permettre l'amélioration de la performance. Voilà, donc là on est en train de parler de l'entraînement, typiquement. Tout à fait. Ouais. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne le muscle dans sa globalité et puis comment est-ce qu'il permet de réaliser des mouvements coordonnés, si on regarde, on s'intéresse un tout petit peu plus en détail à la structure du muscle, y a quelque chose qui va aussi intéresser les sportifs, c'est que le muscle, en tout cas les muscles qui nous intéressent, les muscles qui permettent de faire bouger le corps et puis de réaliser ces sports d'endurance, que ce soit du cyclisme, de la course à pied, du trail, de la natation, des sports nautiques ou autres, eh bien, c'est que chaque muscle est composé de différentes fibres. Et puis, on parle régulièrement des fibres rapides et des fibres lentes. Donc, ça veut dire que dans le muscle, en fonction du type d'effort qu'on va lui demander, il ne va pas forcément mobiliser les mêmes fibres. Oui, tout à fait, c'est le cas, oui. Donc, il faut savoir qu'un muscle va être composé de différents faisceaux de fibres musculaires, qui sont différentes parties du muscle, qui contiennent différentes fibres. Ces fibres elles-mêmes sont composées de myofibrilles qui sont composées de ces fameuses actine-myosines. Et donc quand on parle de fibres musculaires, en fait une fibre musculaire c'est quoi ? C'est une cellule musculaire
il y a plusieurs noyaux. Donc ça veut dire que c'est une cellule qu'on appelle polynucléée. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs noyaux dans cette cellule musculaire? Parce qu'une fibre musculaire, ça peut être relativement long. C'est-à-dire que ça peut mesurer de 1 jusqu'à 20 ou 30 cm de long. Donc forcément, pour une telle longueur, il faut avoir plusieurs endroits où on peut produire notre ADN, donc plusieurs noyaux. Et tu as raison qu'il y a plusieurs types de fibres musculaires. Donc on parle de fibres lentes et de fibres rapides. Et ça va être le cas chez l'homme dans la majorité des muscles. Dans la majorité de nos muscles dans le corps humain, on va avoir à la fois des fibres lentes et des fibres rapides. Et le plus souvent, à l'occurrence, de 50% chacun. Donc la plupart de nos muscles, c'est 50% de fibres rapides, 50% de fibres lentes. Après, il y a des exceptions également. Je pense notamment aux muscles vraiment posturaux, comme peut être le solaire, donc un des muscles, encore une fois, que les coureurs connaissent bien. Donc ça, c'est un muscle qu'on va utiliser à longueur de journée et qui va toujours être là pour maintenir l'équilibre. Donc là, par exemple, ce muscle-là, on est plus autour de 90% de fibres lentes. Voilà, parce que lui, en fait, il n'a jamais d'effort violent ou d'effort où il doit produire une grande quantité d'énergie d'un coup, mais plutôt en permanence produire une quantité d'énergie linéaire pour maintenir la position. Oui, tout à fait, ouais. C'est exactement le cas. Donc tout ça concrètement pour le sportif qui fait plutôt de l'endurance ou alors plutôt de la force ou alors plutôt du sprint, ça va avoir une certaine importance dans la réalisation de ces différents types d'efforts parce qu'on ne va pas solliciter les mêmes fibres. Et puis tu le disais, à peu près 50% de type lente et 50% de type rapide dans les muscles, mais cette répartition elle peut varier en fonction de chaque individu. Oui, tout à fait, elle va varier en fonction de chaque individu. On peut avoir chez des personnes qui sont entraînées vraiment spécifiquement, par exemple en force, jusqu'à 70% de fibres rapides, alors que quelqu'un qui va être très entraîné en endurance va avoir peut-être 80% de fibres lentes dans les muscles, par exemple du quadriceps, qui sont ceux qui sont le plus souvent utilisés. Parce que comment est-ce qu'on va mesurer ou quantifier la typologie musculaire, donc la composition plutôt fibre lente, fibre rapide? On ne peut pas le voir juste en prenant une photo du muscle ou en regardant un peu à quoi il ressemble. Là, il faut faire une biopsie musculaire. Donc on arrive avec une aiguille, on va prendre un petit morceau de muscle, et puis derrière, on peut quantifier de quel type de fibre il s'agit. C'est une très belle transition que tu nous as fait là parce que moi je voulais réagir à ta première réponse où justement tu nous parlais de fibres lentes et de fibres rapides et de la répartition générale dans les muscles à 50-50 voire un peu plus selon le type de muscle ou le type d'individu, ce qui voudrait dire finalement que on a la possibilité d'entraîner notre corps, d'entraîner nos muscles, d'entraîner notre système musculaire à avoir plus ou moins de ces fibres. Donc si on est avec 50% de fibres lentes et 50% de fibres rapides dans un quadriceps, on a bien compris que ce n'était pas possible, mais on est comme ça, on pourrait, si on souhaite se spécialiser dans le sprint, inverser l'ordre de fibres lentes et de fibres rapides à force d'entraînement? Pas vraiment. Pas vraiment, on pense... Je suis perdu. On pense aujourd'hui que on s'oriente vers le sprint, on est bon sprinter, on est bon marathonien, parce qu'on est né avec un certain patrimoine génétique qui nous permet d'avoir plus de fibres rapides ou plus de fibres lentes. L'entraînement peut modifier le type de fibre, mais pas directement entre les deux grands types de fibres qui sont les fibres de type 1, donc les fibres lentes, vers les fibres de type 2, fibres rapides. Ce que les études ont pu montrer, c'est qu'on peut changer de type de fibre à l'intérieur même d'un type de fibre. Donc par exemple, je parle des fibres de type 2 qui sont les fibres rapides. À l'intérieur de ces types de fibres, de ces fibres de type 2, il y a les fibres qu'on appelle type 2A et type 2X qui ont des propriétés un petit peu différentes. C'est-à-dire que les types 2A, elles vont être un petit peu l'intermédiaire qu'on peut avoir entre la fibre lente et la fibre rapide, alors que la fibre de type 2X, elle va être entre guillemets la plus rapide, la moins oxydative, la plus glycolytique.
Et ce que les études ont pu montrer, notamment à l'issue d'entraînement de force, c'est qu'on peut avoir des petits changements, ou même quand je dis petits changements, ça peut être de l'ordre de 10-20%, donc des transitions entre fibres de A, de X, mais assez peu finalement entre fibres de type 1 et fibres de type 2. Ok, donc finalement, on change pas vraiment ce qu'on est, quoi. Donc si à la base, Usain Bolt, il est né avec peut-être 80% de fibres rapides, eh ben, peut-être heureusement qu'il a choisi le 100 mètres et pas le marathon. Oui, exactement. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Après, il faut savoir que l'entraînement, je dirais quel qu'il soit, aura plus tendance à aller dans le sens type 2 versus type 1. On va dire que c'est plus naturel avec l'entraînement d'aller dans le sens fibres de type 1 qui sont du coup les fibres qu'on utiliserait le plus au quotidien. C'est-à-dire que pour fabriquer des fibres rapides, les fibres de type 2, c'est peut-être encore une fois un petit peu contre-intuitif, mais le plus efficace, c'est de rester allongé. Ah oui, alors effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Oui, donc ça a été montré assez clairement que donc, dans les études sur l'immobilisation, sur le bed rest, où on demande aux personnes de rester allongées pendant plusieurs semaines, ils n'ont même pas le droit de se lever pour manger et pour faire tout ce que vous pouvez imaginer, là, c'est là où on a les plus grosses transitions de fibres musculaires, de type 1 vers type 2 notamment. Et on se retrouve avec des typologies qui sont beaucoup plus rapides, du coup, une musculature qui est beaucoup plus rapide, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus efficace, puisque si vous ne bougez pas pendant un mois, vous avez une atrophie musculaire, donc une diminution de la taille de votre muscle, qui fait que vous produisez de façon moins de force, mais votre muscle contient un petit peu plus, même beaucoup plus, de fibres de type 2. Et ça a été montré sur les travaux à la fois chez l'animal et chez l'homme. Donc effectivement, si on reste couché pendant 2 semaines, après, dès qu'on se lève, on peut partir beaucoup plus vite, mais beaucoup moins efficacement et beaucoup moins longtemps. Donc voilà, c'est peut-être pas non plus ce qu'on recherche. Oui, tout à fait. Ouais. Et ces types d'études, c'est encore une fois, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est vrai que pour pouvoir créer des fibres de type 2, le mieux c'est de rien faire. Et puis il y a des études assez jolies, même chez l'homme, où ils ont trouvé, chez des sportifs d'ailleurs, qui se blessent à une jambe. Ils font une biopsie donc juste avant la blessure, ils avaient une biopsie, puis ils le font donc après quelques semaines ou quelques mois d'immobilisation suivant la gravité de la blessure. Et là, il peut y avoir des changements de typologie de l'ordre d'un sportif d'endurance qui passe de 80% de fibres lentes à peu près 50%. Ou alors, la comparaison de deux jambes, la jambe blessée, on n'est plus qu'à 20% de fibres lentes, et la jambe qui n'est pas blessée, qui est encore à peu près active, était à 70% de fibres lentes. Donc on est vraiment sur des changements qui peuvent être très très importants, c'est pas seulement quelques pourcents, à savoir que par contre, dès que le sportif va reprendre son activité usuelle, au bout de quelques mois, tout ça va se renormaliser, il va retrouver la proportion de fibres lentes qu'il avait avant. Pour qu'on se fasse une idée par rapport à ces fibres, la différence entre la fibre lente et la fibre rapide, quel est un petit peu le mouvement type et la limite de chacune de ces fibres? Alors on imagine bien que la fibre lente, c'est la fibre de l'endurance, donc on peut l'emmener à un effort extrêmement long. Il y a des personnes qui font des ultra-trails de plusieurs jours, qui peuvent continuer à courir. Donc là, c'est clairement une utilisation de fibres lentes. Par contre, la fibre rapide, jusqu'à quel type d'effort et quelle intensité est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Quelqu'un qui court un 100 mètres, un 400 mètres, un 1000 mètres, on a une idée à peu près en temps ou en nombre de contractions ou jusqu'à quand elle s'épuise en fait? Oui, donc peut-être avant de parler du temps de sollicitation, il faut peut-être juste rappeler le principe de Henneman, qui a été appelé comme ça parce que c'est monsieur Henneman qui avait trouvé ça, qui est le principe de taille. Ce principe de taille, il dit quoi? Il dit que vous allez commencer un exercice, si l'exercice est de faible intensité, vous allez recruter principalement des fibres musculaires qui sont plutôt lentes, et si vous avez besoin d'accélérer pendant votre activité, si vous réalisez par exemple un test VO2 max, petit à petit vous allez recruter plus en plus de fibres dites rapides. Et ça c'est plutôt bien fait, on recrute ces fibres lentes en premier puisqu'elles sont quasiment inépuisables. Donc inépuisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez les solliciter, si vous allez courir à 10 km/h alors que votre VMA elle est à 18 ou 20, vous pouvez en gros courir autant que vous voulez. La limite ne va pas être
au niveau de la fatigabilité de vos fibres. Peut-être qu'à un moment, oui, si vous n'apportez plus de glycogène, de glucose ou quoi que ce soit, ben, ça va s'arrêter. Mais si vous apportez, ben ouais, je dirais que ce qui va vous arrêter, c'est peut-être à ce moment-là le fait d'avoir mal aux genoux ou autre, mais pas forcément la fibre musculaire en elle-même qui va être, entre guillemets, fatiguée. Alors que l'histoire est un petit peu différente pour les fibres de type rapide. Là, il a été montré, et là, donc c'est assez facile à faire, hein, c'est juste de prendre une biopsie musculaire si on veut faire des études chez l'homme, ou alors de prendre des muscles de souris, de rats, et puis simplement ôter une fibre et les stimuler électriquement. Et puis en répétant ces stimulations électriques, on regarde la cinétique de décours de la force, et on se rend compte que les fibres de type rapide, ben, si on répète des contractions comme ça, au bout seulement de quelques minutes, il n'y a plus grand chose qui sort. Donc la différence de fatigabilité entre ces deux types de fibres, elle est vraiment très très importante. Et le système neuromusculaire est relativement bien fait dans le sens où on va recruter d'abord les fibres qui sont le plus résistantes à la fatigue, donc qui seront celles qui seront sollicitées par définition le plus longtemps. En sachant que, et je fais peut-être une parenthèse dans la parenthèse, mais et on fait souvent d'ailleurs cet amalgame, on ne recrute pas directement des fibres musculaires. On ne peut pas dire qu'on recrute d'abord des fibres lentes et après des fibres rapides. On va recruter ce qu'on appelle des unités motrices. Donc c'est quoi ces unités motrices? C'est au niveau de la moelle épinière, on a des nerfs qui partent vers les muscles, qui vont innerver différentes fibres musculaires. Et ce qu'on appelle des motoneurones, donc au niveau de la moelle épinière, sont ces motoneurones qu'on va recruter directement. Et ce sont ces motoneurones, selon leur taille, qui vont donner les caractéristiques aux fibres musculaires. Si vous avez en gros un neurone de petit diamètre, il va innerver des fibres lentes et il va être recruté assez facilement. Alors qu'un motoneurone de gros diamètre va être associé à des fibres plus rapides et on va le solliciter à des intensités d'effort qui sont plus importantes. Est-ce que j'ai le droit de dire une connerie? Ce qui veut donc bien dire que la taille compte. Non, plus sérieusement, et là je m'en remets à toi, Nicolas, le scientifique. Si je ne m'abuse, le cœur est un muscle. Et à ce niveau-là, au niveau du cœur, on fait peut-être une digression, mais de quel type de fibre est-il composé? Est-ce que, suivant la puissance, la force, la rapidité à laquelle il va battre, il va plutôt recruter des fibres lentes ou des fibres rapides? Faisons un petit focus sur ce gros muscle qui est quand même, avec le cerveau, la partie centrale de l'être humain. Oui, tout à fait. Alors la grosse différence entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique, c'est que le muscle squelettique, on a un contrôle volontaire, donc c'est nous qui allons décider de quand est-ce qu'on va contracter notre muscle, alors que le muscle cardiaque, il n'a pas besoin de nous, et c'est peut-être pas plus mal, notamment quand on dort, pour pouvoir se contracter. Donc il y a un contrôle qui est différent, donc ça c'est une des grandes différences, et également ces types de fibres musculaires, donc ce sont des types de fibres musculaires donc du muscle squelettique, alors que pour le muscle cardiaque, on est sur, on va dire, des types de myosine très très oxydatives. Donc c'est un muscle qui travaille en permanence. Donc c'est un muscle qui, entre guillemets, ne peut pas se permettre d'avoir une fatigabilité importante. Sinon, malheureusement, ça se passerait mal dès qu'on voudrait commencer à faire un effort. Donc il y a quelques différences au niveau du fonctionnement, également au niveau de la contraction de ces deux types de muscles que je vais passer là. C'est pas forcément l'objectif, mais oui, clairement le muscle cardiaque, très important pour l'activité physique, mais on n'a pas vraiment le contrôle, même si avec l'entraînement on peut arriver à diminuer sa fréquence cardiaque, notamment de repos, etc., ce qui peut permettre après d'avoir une plus grande fréquence cardiaque de réserve, chose encore une fois que les athlètes d'endurance connaissent bien. Alors effectivement, ça c'est des choses dont on a déjà parlé dans le podcast. Et puis si je me trompe pas, juste dernier aparté par rapport au cœur, c'est que ce muscle-là, même s'il est fatigué, même s'il a beaucoup travaillé, parce qu'après un ultra trail ou un Ironman ou autre, il a quand même pompé entre guillemets plus de fois que de coutume dans une seule journée. Mais ce muscle-là, en fait, même s'il est fatigué entre guillemets, on ne ressent pas de douleur de la fatigue parce que il y a pas de nerfs qui le perçoivent dans ce muscle, c'est juste? Oui, il n'y a pas d'afférences qui vont pouvoir faire remonter l'information au cerveau comme quoi j'ai mal. Dans le muscle squelettique, ce qui va pouvoir faire mal éventuellement, c'est que ce muscle il est
reliés au cerveau par tout un système de ce qu'on appelle des afférences, donc ils vont informer sur tel ou tel métabolite qui s'est accumulé. Donc on parle beaucoup, on peut en parler d'ailleurs si vous voulez, on parle beaucoup du lactate qui en réalité n'a pas un grand rôle dans la fatigue musculaire, mais ça peut être du phosphate inorganique, des espèces oxygénées réactives, de plein de choses qui vont faire que le cerveau va être informé, et encore une fois, comme on en parlait un petit peu plus tôt dans le podcast, il va être informé en disant « Oulala, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut encore continuer ou pas ?» Et dans ce cas-là, éventuellement réguler la commande qui arrive vers ce muscle. Voilà, et puis tout ça, c'est ce qui nous fait dire le lendemain d'une séance où on a bien cartonné dans des intervalles avec le club, de dire t'en as peut-être un petit peu trop mis quand même. Oui, voilà, ouais. Donc après, il y a ce muscle qui peut réagir de différentes façons. Donc il y a, on va dire, les douleurs associées à des efforts qui sont qu'on appelle, ou que les gens appellent très très lactiques. Donc où ça, en général, ces douleurs disparaissent au bout de, on va dire, quelques heures tout au plus. Mais ce muscle va être également assez sensible aux contractions, notamment aux contractions excentriques. Et quand je parle de contractions excentriques, c'est pas forcément un entraînement de force qu'on va faire en salle de musculation et des grosses charges où on retient la descente, mais c'est tout simplement être en course à pied. Il faut savoir que la course à pied, c'est juste un enchaînement de cycles étirement-raccourcissement. Donc c'est ce qu'on appelle de la pliométrie, et donc ce cycle étirement-raccourcissement, c'est enchaînement excentrique-concentrique, excentrique-concentrique. Donc ça peut créer des micro-lésions au niveau musculaire qui peuvent ensuite se ressentir souvent la veille ou 2 jours après la séance. Et les trailers, là encore une fois, connaissent bien ça. La première sortie de l'année, en général, dès qu'on fait un petit peu de descente, on s'en souvient pendant quelques jours ou un peu plus, suivant l'intensité à laquelle on a fait cette descente. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième séance, il n'y a quasiment plus rien, puisqu'on bénéficie de cet effet protecteur qui est associé à la répétition de séances excentriques. Mmh. Alors tout ça, ça m'amène à 2 petites réflexions. Je te coupe, Greg, je voyais que tu voulais réagir. La première, c'est un peu pour réagir sur ce que tu disais quand tu disais que les muscles squelettiques sont reliés au cerveau par tout un système nerveux, et donc quand certains métabolites s'accumulent dans le muscle, un message est envoyé au cerveau qui lui peut-être va décider de réguler l'activité, ou du moins faire réguler l'activité au muscle. Est-ce que c'est, pour revenir à quelque chose de plus concret, ça peut être le sentiment que l'on a quand on est sur un effort plus ou moins intense, mais qu'on se dit j'arrivais plus à avancer, les muscles ne répondaient plus. Alors, c'est très vulgarisé, mais est-ce que ça pourrait schématiser un petit peu ce qui se passe justement quand le cerveau dit non, on régule, et que toi tu te dis j'aimerais quand même bien y aller, mais j'ai plus rien, quoi. Oui, donc là, on va dire cette accumulation de métabolites, il a été montré qu'elle intervenait, elle avait un rôle direct dans certaines étapes de la contraction musculaire. Donc si vous atteignez un certain niveau d'acidose, donc une baisse de pH relativement importante du fait que l'effort a été très important et que vous avez sollicité beaucoup la glycolyse, on va atteindre un certain niveau de pH qui va faire que, à un moment, on va tout simplement arrêter l'utilisation de cette glycolyse. Et donc forcément, si on arrête la sollicitation de la glycolyse et si on passe sur le métabolisme oxydatif, la vitesse de course, la vitesse de déplacement, elle va s'en faire ressentir très 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 rapidement. Après, il y a l'accumulation de ces différents métabolites qui peuvent avoir des rôles également sur, j'avais parlé tout à l'heure du rôle important du calcium. Donc il y a certains métabolites même, on pense notamment le phosphate inorganique, qui pourrait pénétrer dans l'endroit où est stocké le calcium, qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique, et qui empêcherait ensuite sa libération. Et on sait que s'il n'y a plus de libération de calcium, la contraction musculaire elle se fait un petit peu moins bien. Donc tout ça, ce sont des hypothèses qui expliquent actuellement pourquoi est-ce qu'un muscle fonctionne moins bien quand il est fatigué. Ok. Et la deuxième réflexion que j'avais, elle était relativement aux fibres, et tu parlais tout à l'heure des trailers, et notamment de la première sortie de l'année ou de la saison après la pause, que lors d'une grosse descente, on s'en souvient pendant quelques jours, c'est souvent cette fameuse expression où on se dit tiens, j'ai cassé de la fibre. Qu'est-ce que ça veut dire finalement casser de la fibre ? Est-ce qu'on peut casser son muscle, et est-ce qu'on peut reconstruire son muscle, ou est-ce que c'est purement un abus de langage ? Non, c'est pas un abus de langage, on peut casser
vraiment des fibres, hein. Il y a on peut voir des images là, de fibres musculaires donc, qui sont prises au microscope électronique avant et après un marathon par exemple, et on voit très très bien que les fibres musculaires elles sont vraiment lésées, alors que tout est bien aligné avant un marathon. On a ces alternances, là, actine-myosine, de bandes sombres, de bandes claires. Après un marathon, je dis un marathon, c'est encore pire après une sortie trail en descente. On a vraiment des sarcomères, donc ces unités contractiles du muscle qui peuvent être tout à fait désorganisées. Et tout ça, ça va prendre, suivant l'ampleur, on va dire, des dégâts, plusieurs jours, voire plusieurs semaines à se normaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pendant plusieurs semaines, ça veut juste dire que pour pouvoir réparer ce muscle, on va mettre en place différentes stratégies, et notamment ce qu'on appelle des cellules satellites, donc qui vont être là pour un petit peu réparer tout ça, et qui vont permettre au muscle de mieux supporter le même entraînement qui pourrait être fait par la suite. Okay. Puis par rapport à l'entraînement, donc c'est ça qui est magique avec le corps humain, c'est-à-dire qu'il s'adapte. Si je vais faire ma sortie trail, je fais ma descente, et puis ça tape beaucoup, puis j'ai très mal aux jambes après, je retourne une semaine après, je vais avoir un petit peu moins mal, et ainsi de suite, puis après je vais descendre de plus en plus vite et de plus en plus fort, parce que le muscle, il s'est adapté, il a évolué pour pouvoir me permettre de faire ce type d'effort plus facilement, plus rapidement. Mais par contre, au niveau du muscle, comment ça se passe ? Est-ce que c'est les fibres qui sont devenues plus fortes, ou est-ce que le muscle a créé plus de fibres ? Comment est-ce que le muscle s'adapte en lui-même et puis devient plus résistant ? Ou est-ce qu'il a développé une capacité de régénération beaucoup plus rapide ? Oui, c'est un petit peu tout ça. Donc je pense que c'est le tissu musculaire qui devient un petit peu plus solide, on va dire. Donc avec le tissu musculaire, ce sont les fibres qui permettent de produire de la force, mais également tout ce qui est autour et qui permettent à cette fibre musculaire de toujours avoir cette structure. Et donc il y a pas mal d'autres protéines qu'on appelle les protéines donc de la structure du muscle, donc qui permettent de maintenir le muscle dans son état initial. Et ces protéines-là, si on envoie un stimulus qui va les désorganiser un petit peu, elles vont se reconstruire entre guillemets de façon plus solide, et si vous refaites la même chose 2 semaines plus tard, ça va être plus compliqué de les casser. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut observer après un entraînement de type excentrique, et il y a pas mal de littérature sur ce que les anglophones appellent le repeated bout effect, donc on traduit en français souvent par l'effet répété. Donc qui est dit à dire que finalement, si vous faites un exercice, vous allez souffrir pas mal, mais si vous le répétez par la suite, vous allez avoir beaucoup moins de douleur, puisque votre tissu musculaire sera régénéré. Par contre, il y a peu de preuves pour dire qu'on a plus de fibres musculaires. Ça, c'est un gros débat aussi, notamment dans l'entraînement de force, de dire ouais, mais si je m'entraîne en force, je vais faire grossir mon muscle. Pourquoi est-ce que mon muscle grossit ? Est-ce que c'est parce que chacune de mes fibres va être de taille plus importante, ou est-ce que c'est parce que je vais avoir plus de fibres musculaires ? Donc là, c'est plutôt la première proposition qui serait privilégiée. Le muscle grossit suite à un entraînement de force parce que les fibres musculaires grossissent. Il n'y a encore pas de preuves suffisantes, en tout cas chez l'homme, pour dire qu'il y a plus de fibres musculaires qui vont pouvoir être créées. Alors, j'avais encore 2 questions du coup qui découlent de ce que tu nous dis. Ce serait relativement à ces sportifs, et reprenons l'exemple du Usain Bolt qui, on le savait, faisait beaucoup de travail en force, beaucoup de musculation, même au niveau des bras, il avait des bras énormes. Donc là, on est effectivement sur de la fibre musculaire qui grossit, sur du muscle qui grossit, et pas de la fibre musculaire qui se démultiplie. Oui, tout à fait. Ouais, même chez les bodybuilders d'ailleurs, Usain Bolt, c'est vrai qu'il est costaud, mais voilà, les bodybuilders donc, ont vraiment des masses musculaires très très importantes, et même chez eux, encore une fois, avec des études où on a réalisé des biopsies, il n'y a pas de preuves fortes qui tentent à dire que il y a plus de fibres musculaires. Les seules preuves qui existent, donc là je suis en train de parler donc de la différence entre hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille de la fibre musculaire, par rapport à l'hyperplasie. L'hyperplasie, c'est l'augmentation du nombre de cellules musculaires. Les seules preuves qui existent pour cette hyperplasie, ce sont chez les modèles animaux, et notamment les poulets ou les cailles. Pourquoi les poulets ou les cailles ?
parce que c'est un modèle qui a été utilisé il y a quelques années maintenant, mais assez pratique, où les gens en fait suspendaient des poids aux ailes de ces oiseaux de façon chronique, donc pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Et là, ils ont observé une augmentation relativement importante de la taille de ce muscle due à plus de fibres musculaires. Alors certainement, on va suspendre du poids au bras de personne, donc le stimulus qu'on peut faire chez l'homme est certainement moins important, c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'hyperplasie chez l'homme n'a pas encore été prouvée. Ok. Et dernière question, toujours sur la fibre, sur la taille, sur le nombre. Quand on parle de sécher un muscle, ça correspond à quoi en fait? Ça va être essorer le muscle pour qu'il soit plus fin. Enfin, à quoi, d'un point de vue scientifique, ça correspond au-delà de l'abus de langage? Oui, c'est un petit peu en fait le terme, sécher, ça veut dire qu'on va essayer d'enlever l'eau, donc souvent c'est lié à une déhydratation. Cette déshydratation permet, donc on enlève une partie de l'eau du corps tout simplement en arrêtant de boire un petit peu, puis en arrêtant de manger, ce qui permet également de retenir l'eau. Donc il faut savoir que si on mange des glucides, 1 gramme de glucides, on va stocker 3 grammes d'eau. Donc le fait d'arrêter de manger des glucides, le fait de boire un petit peu moins, on va avoir moins d'eau qui va être stockée, et donc les reliefs musculaires vont être peut-être plus jolis à voir, et ce qui permet, dans les compétitions de bodybuilding, d'être peut-être mieux noté. Puis là, on a pas mal utilisé de vocabulaire de force. Et puis, au début, quand on a parlé des fibres, on a vraiment parlé de fibres de type lente ou de type rapide. Mais quand on fait de la force, qu'on soulève des poids, qu'on fait des squats avec des poids importants, pour autant, c'est pas forcément un mouvement qui va vite. Mais là, c'est quand même les fibres rapides qu'on va solliciter parce que c'est des fibres qui sont plus fortes, c'est juste? Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce principe de taille. Si on met une charge importante, on va avoir besoin de ces fibres musculaires qu'on appelle de type rapide, de type 2, qui vont être là pour pouvoir nous permettre de lever cette charge, puisque les fibres lentes en elles-mêmes ne vont pas pouvoir permettre, étant donné qu'elles sont un petit peu moins fortes, pas pouvoir permettre de soulever cette charge. Et encore une fois, peut-être une autre croyance, c'est de dire que les fibres de type lente sont beaucoup moins fortes que les fibres de type rapide. C'est pas forcément le cas, il n'y a pas une grande différence de force. Si je vous donne une fibre lente ou une fibre rapide, il n'y aura pas une grande différence de force entre ces deux types de fibres. La grande différence qu'il va y avoir, c'est que il y a beaucoup plus de fibres par unité motrice de type rapide par rapport à une unité motrice lente. Ça veut dire que comme on recrute des unités motrices, chaque motoneurone va innerver plus de fibres rapides, et donc c'est pour ça que l'unité motrice rapide va être beaucoup plus forte qu'une unité motrice lente. Voilà, et donc c'est parce que c'est... Et beaucoup plus gourmande en énergie aussi. Oui, exactement. Il n'y a pas les mêmes substrats qui vont être utilisés, donc on va être plutôt sur, encore une fois, tout ce qui va être anaérobie, alors que la fibre ou l'unité motrice lente, ça va être tout ce qui est plutôt aérobie. Mais oui, du coup, plus de fibres se contractent, donc plus de demande en ATP. Donc en fait, si on résume un tout petit peu tout ça pour le sportif d'endurance ou le sportif de force ou le sportif qui veut faire du sprint, au final, vu qu'au tout début du podcast, tu as dit le muscle est composé à 50-50, finalement, il y a quand même peu de différences qui vont présélectionner quelqu'un pour un type d'effort. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit des athlètes qui commencent leur carrière quand ils sont jeunes sur des distances courtes, du sprint ou en tout cas des épreuves sur piste, et puis qui, avec l'âge, vont aller sur des épreuves plus longues et pourquoi pas sur marathon. Là, j'ai en tête Mo Farah, mais il y en a plein d'autres qui se sont vraiment exprimés de manière efficace sur des épreuves courtes. Donc probablement beaucoup de fibres rapides pour aller vite en sprint, et puis après qui se mettent au semi voire au marathon. Donc là, c'est clairement de la fibre lente, mais qui permettent de courir quand même des marathons à proche de 2 heures. km/h. Je pense que le vocabulaire lent n'est pas forcément très adapté à cette situation, mais génétiquement, on peut en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, mais ça ne va pas avoir un gros impact sur le développement, et puis c'est vraiment à l'entraînement que ça va se décider. Oui, donc quand on dit 50-50, ça va être une moyenne. Si on prend une moyenne sur la population, on va trouver 50% de fibres lentes, 50% de fibres rapides, par exemple dans un vaste externe, ou dans un quadri.
Mais après, moi, je pense que les très bons athlètes, les athlètes d'élite, ils sont nés avec une proportion qui est pas 50-50, mais peut-être 80-20, dans un sens ou dans l'autre, suivant s'ils sont plutôt type 2, plutôt type 1, et que du coup, quand ils vont commencer à faire cette activité sportive, ils vont performer et ils vont bénéficier de ce don qu'ils ont eu. Et l'entraînement en soi, ça va pas changer énormément le type, la transition en tout cas entre fibres de type 1 et de type 2. Ça peut changer, on a dit un petit peu, entre les fibres de type 2, donc type 2A, type 2X. Mais l'entraînement en soi, en fait, ne va pas avoir un rôle aussi important que la génétique. Et puis là, on parle aussi, donc on a essayé de classifier, parce que nous, on aime toujours essayer de simplifier, de classifier, dire lente, rapide à la limite, on en met 2A, 2X. Mais ça, c'est une simplification, parce qu'il y a pas mal de fibres qu'on appelle hybrides, qui sont entre ces types de fibres. Donc on peut parler de fibres entre les types 1 et 2A, qu'on va appeler les fibres hybrides 1-2A, entre les 2A et les 2X, 2A, 2X, et on peut imaginer tous les intermédiaires possibles, donc ce qui fait qu'il y a tout un continuum de fibres musculaires que chaque athlète après pourra éventuellement modifier selon sa pratique sportive. Ouais, ça c'est le bon mélange quand on pense par exemple à un sprinter en cyclisme qui doit sprinter, donc fondamentalement il doit avoir des fibres très rapides, explosives, mais c'est souvent à la fin d'une étape, et quand on prend les étapes du Tour de France, des fois c'est après des étapes de montagne, il faut quand même avoir fait les 280 km d'étapes avant de faire le sprint, donc ça vaut quand même la peine d'avoir un mélange et une répartition de différents types, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Ça vaut la peine aussi d'avoir une bonne équipe pour rester caché pendant 280 bornes. Ça, c'est clair. Ça, c'est juste aussi, ouais. Et puis ça, c'est pas de la génétique, mais c'est le directeur sportif qui compose son équipe. Ça peut être un peu scientifique. Non, on avait dit qu'on n'aborderait pas ce sujet-là. Voilà, mais en fait, ça permet quand même de relativiser un petit peu, c'est-à-dire que le sport, c'est pas seulement la fibre musculaire, donc le fonctionnement du muscle est capital, hein, évidemment, pour n'importe quel mouvement du squelette, mais par contre, c'est vrai qu'on a parlé d'économie de course, on a parlé de physiologie du coureur, typiquement, plusieurs fois, quand on parlait de performance sur marathon, on a quand même décrit des marathoniens qui sont super secs, qui sont super légers, qui ont une foulée avec des jambes. Quand on les voit courir, on a l'impression qu'ils ont des segments complètement infinis et puis une posture qui est tellement irréprochable qu'on se dit que c'est pas naturel. Donc voilà, il n'y a pas que la génétique au niveau du muscle, mais il y a vraiment un ensemble qui fait qu'on performe dans une discipline ou une autre. Oui, tout à fait, oui. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que le muscle est sous le contrôle direct du cerveau, et que c'est vraiment la communication qu'il va y avoir entre les deux qui va pouvoir amener à la performance. Ouais, et ça s'améliore avec l'entraînement aussi. C'est-à-dire que quand je vais faire une séance de 10 fois 400 mètres sur piste, je vais entraîner mes muscles, je vais adapter mes articulations, mais je vais aussi entraîner mon système nerveux pour être plus efficace à commander mes muscles. Tout à fait. Et à être plus efficace et à supporter la douleur induite par ces répétitions de 400 mètres. Ouais. Donc c'est quand même un bel ensemble, et puis c'est des choses dont on se doute même pas forcément quand on fait ce type d'entraînement, mais voilà, qui nous permettent d'être plus performants. En tout cas, je trouve ça très très intéressant. Ouais, tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, et où j'ai coutume ces derniers temps de poser une question à mes invités. C'est une question à trous où je leur dis le talent c'est bien, mais, et je leur demande de compléter. Et ce qui revient très régulièrement, c'est le talent c'est bien, mais sans le travail ça sert à rien. Et c'est encore bien la preuve de la discussion qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que on peut avoir quelques prédispositions génétiques, dans le sens où quelqu'un va plutôt avoir une répartition de fibres rapide pour être sprinter versus quelqu'un d'autre qui va en avoir plutôt pour être marathonien avec des fibres lentes, mais malgré tout, le travail va permettre d'assimiler les entraînements et puis surtout de débloquer certaines choses au niveau de la préparation mentale, enfin au niveau du cerveau pour pouvoir commander le tout, si j'ai bien résumé ce que tu as dit, Nicolas. Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est bien beau d'avoir eu un don, mais ce don, il n'est pas grand-chose sans entraînement. Et je veux dire, les plus grands sportifs, on sait le temps qu'ils passent à l'entraînement et pour développer leur force musculaire
et toutes les autres qualités nécessaires, quelle que soit leur activité sportive. Donc là, il y a pas de doute, le muscle, on parle souvent de la plasticité musculaire, donc c'est vrai que le muscle est un tissu très plastique, il va s'adapter assez facilement à tout ce qu'on va lui faire faire, hein. Vous faites un entraînement de force, vous allez progresser en force. Vous arrêtez votre entraînement de force, malheureusement vous allez perdre en force encore plus vite que ce que vous avez pu gagner. Mais tout ça, ça peut s'appliquer à différentes fonctions au niveau du corps humain. Ouais. Hermano, pour résumer ce que tu as dit, moi il y a la phrase qui m'est restée, je fais un petit clin d'œil à Marc Muezza qui était avec nous la saison passée dans différents épisodes sur la force mentale et le coaching mental, et il disait le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Et je trouve ça que c'est exactement ce que tu viens de dire, et j'adore cette phrase. Ouais, ça pourrait être une très belle conclusion. Voilà. Mais voilà, c'est une conclusion qui est quasiment générique dans le sport, hein, pour tout. Et là, on le voit, on a beau s'appeler Mark Cavendish et puis d'avoir des cuisses qui sont bourrées de fibres, de tout ce que tu veux, si tu travailles pas sur ton vélo, tu vas battre personne au sprint. C'est clair. Voilà. Donc, je trouve que de cet épisode, on a appris plein de trucs sur le muscle, et voilà, moi je pense clairement que c'est quelques indications et quelques informations qui nous manquaient par rapport à tous les autres sujets qu'on a pu développer là autour. C'est vrai que ce muscle, il est important. On a longuement décrit au cours des épisodes précédents dans le podcast comment on l'alimentait en énergie, comment on allait l'alimenter en minéraux, et on a répété ça plusieurs fois. Je pense que les auditeurs fidèles du podcast sont incollables sur les filières énergétiques, sur lipides, glucides, protéines, comment ça marche. Avec l'épisode de Denis, on a appris aussi les électrolytes, etc. Mais voilà, je remercie vraiment Nicolas d'être venu participer à notre podcast pour nous expliquer, une fois qu'on a amené ça aux muscles, comment ça fonctionne. J'ai trouvé cet épisode très très intéressant. Est-ce que, Hermano, tu veux rajouter quelque chose pour cet épisode ? Peut-être juste pour guider un peu nos auditrices et nos auditeurs, Nicolas, est-ce que tu aurais quelques ressources rapides en termes de livres ou de documentaires ou même d'autres supports pour pouvoir se renseigner un petit peu plus si jamais tout ce qu'on a abordé aujourd'hui était un petit peu trop technique? Alors, en dehors de réécouter notre épisode, et ça évidemment on vous encourage à le faire, mais vraiment, si on cherche quelques ressources un peu plus quelques ressources sur lesquelles on va pouvoir s'étaler un peu plus prendre le temps, qui éventuellement vulgariseront encore un peu plus le sujet. Est-ce que tu aurais des références à nous donner ? Oui, donc il y a beaucoup d'articles scientifiques, mais malheureusement en anglais, mais sinon qui vulgariseraient un petit peu. Il y a des bouquins, notamment sur la physiologie du sport et de l'exercice, de Costil, mais qui est traduit maintenant en français, qui est dans la 6-7e édition, où il y a pas mal d'informations sur le fonctionnement musculaire, notamment à l'entraînement d'endurance, à l'entraînement de force, mais également sur plein d'autres fonctions. Donc, tu parlais tout à l'heure de tes années collège, mais je pense que c'est un bouquin qui, pour en savoir un petit peu plus, qui peut être relativement intéressant. Après, je peux regarder et je peux réfléchir aussi un petit peu à des bouquins, on va dire, sans trop, on va dire, pour en savoir plus, sans trop se prendre la tête. Et si c'est le cas, je vous ferai parvenir ça à Greg et à toi. Ouais, avec plaisir. Puis nous, on mettra ça dans les notes de l'épisode au moment de le publier. Donc comme ça, les auditeurs pourront immédiatement se ruer sur podcast.nakan.ch pour aller lire les notes de l'épisode et retrouver les fameuses références vers différents livres ou publications qui permettront d'approfondir un petit peu le sujet. Nicolas, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose, s'il y a un élément important dont on n'a pas parlé dans ce podcast que tu voulais ajouter avant la fin. Non, j'ai rien à rajouter, juste à vous remercier. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. J'espère que les auditeurs, les auditrices prendront du plaisir à nous écouter. Juste dire que moi, je suis même disponible si jamais certains parmi vous qui allez nous écouter ont des questions ou autres. Voilà, pour en discuter avec plaisir. Et puis, tout de bon pour la suite, et bravo encore une fois pour ce que vous faites. Je pense que c'est très intéressant et très informatif. Écoute, merci à toi d'être venu nous rejoindre pour cet épisode et d'avoir partagé toutes ces connaissances que tu as sur le muscle, sur le sport, et puis de discuter de tout ça avec nous qui voulions en savoir plus. Et puis j'ai trouvé cet épisode vraiment très très instructif, parce que
accessible, on comprend bien ce qui se passe, et puis très très intéressant parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne, et puis moi j'aime bien comprendre comment ça marche. Peut-être juste pour terminer, tu invitais les auditrices et les auditeurs qui auraient des questions à échanger avec toi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver sur Internet, ou alors on transmettra les questions s'il y en a? Oui, non, j'avoue que je suis assez peu présent sur les réseaux sociaux, mais c'est de ma faute. Il faudrait que j'augmente j'améliore un petit peu ça. Mais sinon, voilà, si les gens veulent me trouver, vous pouvez passer directement via Hermano, via Grégory, ou alors vous regardez sur le site de l'Université de Lausanne, vous tapez Nicolas Place, Université de Lausanne, et vous trouverez mes coordonnées, et puis je serai tout à fait prêt à répondre aux questions éventuelles. Bah écoute, Super, en tout cas, on se fera un plaisir de relayer les messages. S'il y a des auditeurs qui ont des questions sur leurs fibres musculaires, si nous, on ne peut pas y répondre et on va rapidement être limité pour y répondre, on fera suivre à Nicolas avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Nicolas, et Greg, merci d'avoir l'idée cet épisode avec brio comme d'habitude. Bah écoute, merci à toi aussi. Je pense qu'on est deux, on co-anime et voilà, l'union fait la force, exactement comme avec les fibres musculaires. Et c'est pas tout seul qu'on va courir un marathon. Alors j'aimerais bien savoir qui est la fibre lente et qui est la fibre rapide chez nous deux, mais bon, ce sera un autre sujet. Je te laisserai à tes débats. En tout cas, merci Nicolas, c'était vraiment un plaisir d'enregistrer cet épisode. Merci Hermano, et merci à tous les auditeurs qui ont écouté cet épisode supplémentaire. Bien évidemment sur podcast.nakan.ch pour les notes et puis les éventuelles références vers des ouvrages qui vous permettront d'en savoir plus. Vous pouvez sans autre mettre une petite note sur les plateformes de podcasting. Apple Podcast, c'est le plus pratique parce que c'est là qu'on a le plus de retours. Et puis nous, on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci, au revoir.